dis merci à Aïcha Sol, que vous retrouverez très prochainement, bien sûr. C'est du lundi au vendredi sur Vox Africa. Là, maintenant, tout de suite, c'est Écho de Paris. Je vous remercie de regarder l'émission. Je vous remercie également de participer. Oui, vous faites partie maintenant on va dire, de notre équipe. Vous nous envoyez une vidéo où vous parlez d'un sujet qui vous concerne. Racontez-nous votre quotidien, réagissez donc aux questions que nous abordons sur ce plateau tous les jours. Je rappelle donc c'est du lundi au vendredi à partir de 18 h heure de France. Alors mes deux invités aujourd'hui, pour le sujet qui va sûrement vous intéresser, il s'agit de l'éducation africaine versus l'éducation occidentale, pour ne pas dire française. Que pensez-vous de cette éducation, enfin de ces deux formes d'éducation? Qu'est-ce qu'il y a à prendre d'un côté et qu'est-ce qu'il y a à rejeter de l'autre? Mes deux invités. Alors, il s'agit de Clément Seyi, qui est lui président, fondateur d'une ONG, qui travaille beaucoup pour sensibiliser les Ivoiriens concernant la culture électorale. Concernant la culture électorale, le vote, concernant justement le fait qu'il faut pouvoir œuvrer, faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un pays où la paix s'installe, mais pas seulement avec des mots, mais qui s'installe vraiment dans la réalité. Donc vous êtes président fondateur de l'ONG Désir de paix et d'avenir. Je reçois également avec plaisir Jules Zaoua. Alors il s'appelle aussi Alexis, mais Jules Zaoua, c'est donc son nom d'écrivain. Son livre, c'est La trahison des sentiments, une histoire d'amour entre une Française et un Africain qui malheureusement se termine mal. Alors, merci beaucoup d'être sur le plateau, d'être avec moi sur le plateau de Écho de Paris. J'aimerais que vous nous parliez de comment vous avez été éduqué. Enfin, vous avez été éduqué à l'africaine. Évidemment. Vous êtes tous les deux en Afrique, en Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes tous les deux ivoiriens. Oui. Évidemment. Okay. Alors, comment a été l'éducation traditionnelle africaine? On va commencer par Clément. Alors, moi, personnellement, j'ai été élevé jusqu'à 5 ans. J'étais avec mes parents biologiques. Jusqu'à 5 ans, d'accord. Voilà. Et à 5 ans, on m'a envoyé chez mon aîné, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ton aîné, c'est-à-dire... Oui, mon aîné, mon grand frère. Ton grand frère, oui. Qui était déjà très grand ou... Oui, lui, il était déjà en fonction déjà. Ah, d'accord. Donc, j'étais allé chez lui pour fréquenter, quand je devais avoir 6 ans, donc, pour fréquenter. Donc, c'est lui qui m'a éduqué. Il a été très, très rigoureux. Voilà. En termes de quoi? Il te tapait sur les doigts? Non, alors... C'était quoi? Explique. Oui, vous voyez déjà lui, il était très strict sur l'école. Oui. Donc, je vous donne des exemples. Par exemple, quand on quitte à l'école, à partir du CE1, il y a des leçons à apprendre. Oui. Donc, quand tu quittes à l'école, on vous met tous là-bas, le repas il est assis là, le repas est posé là, et on vous dit bon, que chacun récite la leçon. Le premier a fini, il commence à manger. Oh. Donc, tout le monde s'assoit, chacun bosse. Si tu es prêt, que tu dis que tu as fini, tu maîtrises ta leçon, tu t'en vas donner, tu récites bien, allez, tu vas commencer à manger. Oh là 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 là. Bon, moi j'étais toujours premier à commencer à manger parce que moi, je ne sais pas si c'était bizarre, mais même quand je reviens de l'école, je n'ai pas le temps de rebosser. Je connaissais ça déjà. Ouais. Donc, il était très strict là-dessus. Oui. Aussi, il y a autre chose qui me vient en tête, c'est que quand il nous payait des habits, alors, comme on abîmait trop les habits, alors, quand tu payes des nouvelles chaussures, vous savez, dans le temps, il y avait Bata. Excusez-moi, c'est une ancienne marque. Voilà. Et donc, quand il paye tout ça, il envoie, parce qu'il était gendarme, hein, donc dans le camp, on était très distingués, nous les enfants de ce monsieur. Je dois garder à son âme. Oui, donc, mais quand tu nous payes les chaussures, chacun ses mains, c'est-à-dire comme si tu veux pomper là, vous couchez, il a sa petite chicotte, pop, 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 allez, lève-toi, prends ta chaussure. D'ici 2 mois, vous m'envoyez ça abîmé. Pop, 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 prends ta chaussure. D'ici 2 mois, vous me le ramenez abîmé. Mais quand il fait ça, je vous assure que la chaussure peut faire même 1 an. Tellement on veille dessus. Vous voyez? Oui. Donc ça, il était très strict, très rigoureux. Et il nous apprenait vraiment les vraies valeurs, comment se débrouiller seul dans la vie. Ce monsieur, il m'a marqué quand même. Voilà. Et c'est mon père. Je n'ai jamais prononcé son nom. Oui. Là, en fait, ton grand frère était ton père. Oui, c'était mon père. Ton père. Voilà. Et bon, souvent, on dit, il y a un proverbe qui dit que c'est le village qui éduque les enfants en Afrique. Ouais. Je pense que c'est la vérité. Alors, pour ce qui te concerne, Jules, oui. Mais comment c'était? C'était pareil? Déjà, merci de me réinviter, mais c'est similaire, c'est vraiment pareil. Parce que moi, j'ai eu la chance, je dis bien la chance d'avoir connu l'éducation au village.
j'étais avec ma mère, et ma mère était pas méchante, mais sévère. Sévère. Parce qu'elle avait déjà vu très tôt l'importance de l'éducation de l'école. Donc, c'était pareil, c'était assez sévère. Et j'ai même déposé le manuscrit là-dessus, sur ma mère, parce que j'ai fait honneur à ma mère, parce que j'ai vu que tout ce qu'elle avait... Tu as écrit un livre sur ta mère? Sur ma mère, oui. D'accord. Là, je viens de l'envoyer, le manuscrit chez l'éditeur, il y a 1 mois, et le comité m'a donné le feu vert pour dire qu'ils allaient éditer le livre. Parce que j'ai trouvé que le temps que j'ai passé avec ma mère est à 80% ce que je suis aujourd'hui. Alors que j'étais très jeune. Plus précisément. C'est-à-dire dans l'éducation, dans la droiture des choses, être correct dans la vie, marcher droit dans la vie. Et comme lui, moi j'ai été aussi arraché à ma mère pour aller par mon aîné, qui est devenu mon père, qui est pratiquement devenu mon père, chez qui j'ai tout fait, j'ai tout appris, qui m'a mené à l'école, qui était aussi sévère. Et exactement la même chose, voilà, à l'école, on allait... on est quand même en Côte d'Ivoire, donc forcément c'est plus ou moins pareil l'éducation. Oui, c'est plus ou moins pareil. Et puis dire qu'à cette époque-là, tout le monde allait à l'école. Et tout le monde allait à l'école avec cette même éducation. Et ce qui m'a marqué pendant cette période, c'est que les enseignants qu'on appelait les maîtres avant, ils avaient raison sur tout. Ils avaient raison sur tout, ils avaient le droit de... Ils avaient raison. Alors, ma mère me disait que... De vous sanctionner, de voilà, vous battre, de... Exactement. Ouais. Ma mère me disait que si tu viens ici en pleurant, voilà, si tu viens ici en pleurant, ben, je te tape en plus. Parce que vous êtes 45 ou 50 dans la classe, comment se fait que c'est toi seul qu'on tape? Donc, tu es forcément fautif. Donc, on est resté avec cette éducation qui... Aujourd'hui, on peut dire dur, mais ça nous a permis de rester dans le droit chemin. Alors, vous qui nous regardez, est-ce que vous pourriez nous envoyer, à travers vos vidéos, des souvenirs de qui vous a éduqué, quelles sont les valeurs qu'on vous a inculquées, comment c'était à l'école? Et je remarque en fait que ça, c'est l'influence de la colonisation, si j'ai envie de dire, c'est que nos parents avaient conscience qu'il fallait envoyer les enfants à l'école. Exactement. Pourtant, ils n'étaient pas forcément, on dit qu'ils étaient analphabètes, j'aime pas trop le terme, mais ils avaient bien pris conscience que notre avenir tenait dans le fait de partir à l'école et d'obtenir un diplôme, et d'être un bon élève. Oui, je prends la parole pour dire qu'effectivement, c'était le cas de ma mère, parce que ma mère ne savait ni lire ni écrire, mais elle tenait à ce que j'aille à l'école. Oui. Elle était capable de tout faire pour m'amener à l'école. Pas un jour sans que j'aille à l'école. C'est impossible. Et elle me disait clairement que si tu ne vas pas à l'école, tu feras ce que je fais et ta vie sera foutue. Et donc, forcément, quoi, mais elle travaillait au champ, voilà. Elle faisait des petits commerces, elle allait au champ. Donc, elle trouvait que l'école engendrait tout l'avenir. C'est-à-dire la vie future était engendrée par l'école. Il fallait forcément. Et donc, elle tenait à cela. Et vraiment, je lui dis merci. C'est pour ça que j'ai pris la peine de lui dédier mon nouveau livre. Oui. Alors, je m'attendais à ce que vous me racontiez ce que mon père, nos parents nous racontaient. Tu sais, moi, à mon époque, je faisais des kilomètres à pied pour... Comment ça se passait pour vous? Bon, déjà, je voulais vous rappeler un petit fait. Oui. C'est qu'avant d'arriver chez mon grand frère, comme je l'ai dit, j'avais 5 ans. Alors, de mon village, on m'a accompagné à Mans. À 5 ans, on m'a confié à l'apprenti. À l'apprenti. L'apprenti. De la voiture. Et on dit, bon, arrivé à Boaké, de Mans à Boaké, il y a quelqu'un qui t'attend à la gare. La personne m'attend à la gare. Tu avais quel âge? 5 ans. 5 ans, ok. Tu es parti tout seul? Oui. Arrivé à Boaké, le monsieur qui m'a pris m'a mis dans un autre car pour m'envoyer à Tortilla chez mon grand frère. Oh. Et ça, c'est pourquoi je dis toujours souvent, je dis ça souvent aux gens, je dis, moi, je suis un aventurier né. À 5 ans déjà, là, j'ai commencé à voyager tout seul. Oui. Bon, donc pour répondre à votre question, où nous étions, on allait au champ. Hein. Les week-ends, on partait au champ. Mais justement, j'allais venir à ça. On n'est pas à l'époque d'aujourd'hui où les enfants, ils ont téléphone, tablette, Mais quelles étaient même dans nos villages, vos occupations? Les occupations? Oui. Ben, je dis, aller au champ. Alors, quand on ne va pas à l'école, on va au champ. Voilà, on va au champ, on va travailler. On faisait les buts d'Ignam, parce que c'était dans le nord, les buts d'Ignam. Voilà, on partait au champ. Et sinon, quand on revient, il faut étudier. Oui. Voilà, c'était pratiquement ça. C'était pratiquement ça. Alors, les fêtes de Noël, les cadeaux, on n'en a pas connu.
Est-ce qu'il y avait le sapin? Non, le sapin. Non, il n'y avait pas de sapin. Il n'y avait pas de sapin. Noël, il faut marquer ça, faire le cadeau. Non, on ne connaissait pas ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Alors, mon frère, quand il y a les fêtes, quand il y a certaines fêtes, il nous faisait des uniformes. Il paye un pagne, et puis il nous envoie chez son couturier qui nous prend les mesures, et puis J'étais content. Ah oui. Il y avait de j'ai dit qu'on était distingué dans le camp de la gendarmerie, on était très distingué. Quand il y a les fêtes, on a nos tenues. Hein, ben c'était à cette époque, on était très distingués. On avait les belles paires de chaussures, de beaux tenues. Bon, on va voir pour la suite, hein, comment ça s'est passé. Oui. Alors, moi j'aimerais maintenant que vous nous parliez tous les deux d'abord des occupations. Qu'est-ce que tu faisais après l'école? Après l'école, je veux dire, quand j'étais à ma mère, je ne faisais pas grand-chose, je l'accompagnais. Le plus souvent, c'était les jeudis. Je crois jeudi après-midi ou jeudi, il n'y avait pas école. Je l'accompagnais au champ. Elle me réservait un espace, elle nettoyait un espace où elle pliait des morceaux de pagne et puis elle me faisait asseoir là. Voilà. Elle me faisait asseoir là, elle me mettait un bidon d'eau à côté et puis c'était fini, elle travaillait. Et après, l'heure est venue, on rentrait au village. Et donc, il n'y avait pas de... Et après, quand je me suis retrouvé en ville, c'était pareil, parce que je ne faisais pas grand-chose. J'étais chez mon aîné, et chez mon aîné, quand je suis arrivé là-bas, il a pris deux employés. Il y avait une dame qui s'occupait de la cuisine, et il y avait une qui s'occupait de tout ce qui était ménage à la maison. Et donc, je ne faisais pratiquement rien. Mais parce qu'il trouvait que, comme j'étais bon à l'école, il fallait que je continue. Donc, il n'y avait pas d'occupation particulière, juste il attendait que j'aie de bonnes notes. Donc, les années ont passé. Et puis vous êtes arrivé en France. C'est les parents qui ont payé l'école? C'est quoi le pays qui a payé l'école? Qu'est-ce qui vous amène en France? Et ça, c'est la question que je poserai après. C'est maintenant, en y regardant de plus loin, regardant dans le passé, qu'est-ce que vous retenez justement de cette image, en fait, cette belle image de votre jeunesse? Mais d'abord, expliquez-moi ce qui vous a fait venir en France. Alors, moi, je travaillais au BNET. Le BNET, c'est les grands travaux du Bureau national d'études techniques et de développement. Je travaillais là-bas. En Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire. Et à cette période-là, la Côte d'Ivoire, c'était en 1999. La Côte d'Ivoire a eu son tout premier coup d'État. Et donc, ça agit sur cette entreprise du BNET, surtout du plan foncier rural, la structure dans laquelle je travaillais, qui était financée par la Banque mondiale. Donc, comme c'était les militaires qui étaient au pouvoir, alors ça dandinait. Et donc, on avait déjà écho que cette structure allait fermer en décembre 2000. Donc, quand moi j'ai pris mes vacances en septembre, octobre, j'ai profité pour venir. Voilà, c'est comme ça que je suis venu. Je suis venu à l'aventure, je ne suis pas venu étudier. Tu es venu te chercher, quoi. Voilà. Moi, c'est pour toi? Ouais, moi, c'est pas la même chose. Moi, je suis arrivé il y a bien longtemps. Je suis venu après mon bac. Dès que j'ai eu mon bac scientifique. C'est le parcours de beaucoup d'Africains en Afrique. Donc, voilà, je suis arrivé juste après mon bac. Il y avait mon aîné ici qui m'a dit, bon, après le bac, il faut que tu viennes parce que je considère qu'ici, il y avait plus de possibilités. Donc, je suis arrivé, je me suis retrouvé en Normandie, à la fac des Camps, où j'ai commencé par la pharma. J'ai fait 2 ans de pharma et j'ai compris que c'était pas évident parce que j'étais tout seul. Donc il fallait, c'est après que je me suis mis en... tout seul, c'est-à-dire? Non, je veux dire que quand je suis arrivé, j'étais tout seul dans ma chambre. Oui. Voilà. Donc, tu voulais être avec qui? Non, mais il n'y a pas la famille. Moi quand j'étais en Afrique, j'étais en famille. Oui. J'étais un petit gâté. Donc tu t'es senti, tu t'es senti dépaysé. Alors ça casse vraiment de l'image de ce qu'on entend, disant qu'en Afrique on est pauvre, qu'on vit dans des villages où il n'y a rien, qu'on est privé d'amour, d'attention, on est mal éduqué, on est miséreux, on ne mange pas à notre faim. Ça casse vraiment de cette image-là. Bon, c'est vrai qu'il y a des régions en Afrique où effectivement il y a des personnes qui ne mangent pas, qui ont un repas par jour. Mais le fait que vous disiez ça, j'espère que les gens, j'espère qu'on nous regarde, que les Français nous regardent et se disent que ben oui, être un enfant en Afrique est tout aussi est pareil qu'être un enfant en France. Oui, parce que même, je veux dire, on mange une fois en Afrique ou on mange pas en Afrique, mais ça c'est mondial. Oui. En France, il y a des gens que je vois qui ne mangent pas, qui ont peut-être un repas qui n'en ont même pas. Il y a des gens qui demandent de l'aide, qu'on doit aider pour qu'ils mangent. Mais je veux dire que, en tout cas, mon enfance, quand moi j'étais gamin, il n'y a rien qui me manquait. Il y avait à manger à tout moment. Et je pense qu'à cette période-là,
il y avait vraiment ce qu'on appelait la solidarité africaine. Vraiment. Là, ça existait réellement. Tout à fait. Alors, restez avec nous parce que dans quelques instants, on va vous faire... on va vous partager le témoignage d'un Africain qui, justement, parle du sujet qu'on aborde aujourd'hui, l'éducation africaine versus l'éducation occidentale. Et ce qu'il dit, c'est assez important, mais restez avec nous si vous souhaitez rester avec nous, j'ai envie de dire. Alors, vous êtes ici depuis des années, vous avez évolué, vous avez fait des enfants. Parfois, les enfants ne connaissent pas l'Afrique, ou alors ils sont déjà allés sur le continent africain, en Côte d'Ivoire, pour ce qui vous concerne. Avec le regard, qu'est-ce que vous avez envie de dire en comparaison? Vous avez évolué. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Est-ce que vous éduquez vos enfants avec les mêmes valeurs qu'on vous a transmises? Enfin, comment ça se passe? Et cette éducation occidentale, pour ne pas dire française, qu'est-ce qu'elle apporte de plus aux enfants? En ce qui me concerne, je pense vraiment que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les valeurs qui m'ont été inculquées m'ont permis d'arriver, d'avoir une avance dans mon parcours. Voilà, merci, dans mon parcours. Et pour dire vrai, j'ai éduqué mes enfants avec ces valeurs. C'est ici où c'est assez compliqué de dire, mais moi, je ne veux pas de mes enfants mes amis. Mes enfants ne sont pas mes amis. Parce que ma mère me disait que l'enfant doit rester à la place d'enfant. Et le fait de faire de ton enfant un ami, il peut arriver à te manquer de respect. Il faut que l'enfant ait une distance pour qu'il suive ce que tu dis. Donc ça veut dire en fait que ton enfant se dit papa, embrasse-moi. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, je suis ici maintenant, donc bien sûr. Est-ce que ta grand-mère te témoignait quand même de l'affection? Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que quand je dis ça, ça veut dire que moi j'avais une distance, bien que ma mère m'aimait vraiment, j'avais une distance vis-à-vis d'elle. J'avais beaucoup de respect vis-à-vis de ma mère. Beaucoup de respect. Et je vois que les enfants d'ici ne l'ont pas. Parce qu'on est capable de dire quoi que ce soit à ses parents. Et moi je ne trouve pas ça normal. Parce que il nous revient en tant que parents de montrer le bon chemin aux enfants. Comme l'a fait ma mère, comme l'a fait mes aînés, comme l'ont fait mes aînés, pardon. Et donc, je pense que le fait de faire de ton enfant un ami en tant que tel, non, un enfant peut être ton ami. Alors, explique-moi, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire faire de son enfant un ami. Alors moi, je vois des gens qui font tout à leurs enfants. Mais quand je dis tout, c'est-à-dire ils vont... parce que je trouve qu'un enfant à qui tu parles, qui n'écoute pas ce que tu dis, c'est quelque part, il manque de considération vis-à-vis de toi. Il ne te considère pas. Et pour moi, pour qu'un enfant te respecte, il faut mettre de la distance entre l'enfant et toi. Ok, bon, tu insistes sur la distance. Ouais. Alors, par contre, Clément, on se connaît un peu, tu as un rapport particulier avec ta fille quand même. Ah oui? Ouais. Bon, contrairement à lui, moi je suis très complice à mes enfants. Oui, tu es très complice. Je suis très complice à mes enfants et ça ne me fait pas de défaut. Ça ne me fait pas de défaut, ça fait que, quel que soit ce qu'ils vont rencontrer durant vie midi. Vous comprenez? Ma fille... Ça veut dire que ta fille peut te parler de ses déboires sentimentaux? Ben oui. Ça c'est... Je suis son premier confident. Oui. Quand quelqu'un lui dit bonjour dehors avec midi. D'accord. Oui. Et ça... Ça, il rit, hein, il se moque de toi. Non, je ne mens pas. Non, je ne mens pas, mais je trouve ça génial. J'ai un ami avec qui ça se passe comme ça, mais on va me traiter de je ne sais pas de quoi, mais je laisse ce rôle-là à mon épouse. Ouais. Elle a toutes les infos qui concernent. Et pourquoi je dis? Parce que quand ça ne va pas à la maison, quand ça commence à bouillir, on dit je vais appeler papa. Papa pour la chicotte, quoi. Ouais, non, je ne chicote, j'ai jamais tapé un de mes enfants. Mais le fait qu'on dise qu'on va appeler papa, on écoute. Quand papa arrive, on s'assoit et puis on l'écoute. Et c'est ce que papa dit. Papa, il parle fort. Voilà, non seulement il parle fort, mais ce qu'il dit doit être écouté. Il intervient quand les choses sont graves. Voilà. Il ne peut pas gérer. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est comme ça, mais c'est pas mauvais. J'ai plein d'amis. Oui, mais moi, alors, moi, quand mes filles, à supposer, elles peuvent avoir un problème avec leur maman, par exemple, mais quand elle vient m'en parler, elle m'écoute, mais sagement. Oui. Parce qu'on est complices. Alors, quand je lui dis, bon, ma fille fait ça, elle écoute. Elle écoute. C'est-à-dire, ce n'est pas une occasion pour elle de me manquer de respect. Jamais manquer de respect. C'est tant mieux. Jamais. Ça fait que je suis même son modèle. Je suis son modèle. Bon, il fut une période, elle voulait même faire, puisque moi, je suis un peu dans l'événementiel et tout ça. À un moment donné, elle voulait faire comme moi. Je dis, ma fille, on n'est pas pareil. Oui. On n'est pas pareil, il faut suivre ton chemin.
Tout à fait. Vous voyez. Et donc ça, je tiens vraiment à ça. Même mon dernier, il a 12 ans. Mais mes activités associatives que je fais avec mon ONG, mes interventions, mais ce petit de 12 ans, mais il prend son temps pour suivre mes vidéos. Il va sur YouTube exprès. Et puis il suit. Il va regarder ce que fait papa sur YouTube. Comment? Donc il va regarder aussi l'émission, du coup. Oui, bien sûr. L'émission, oui, ça va passer. Il va regarder. Et quand il regarde, quand on se retrouve, il dit, mais papa, tu as vu ta vidéo là, mais tu as dit ça dedans, je n'ai pas compris, ça veut dire quoi? Il me demande. Et il dit à ses amis, quand il va voir ses amis comme ça, les grandes soeurs de ses amis, il dit, il faut t'abonner sur la chaîne YouTube, mon papa. Il est fier. Ah oui, mais il est fier. Alors, d'où vient-il, et ça existe, hein, ce phénomène, comment vous pouvez l'expliquer, ce phénomène de nos enfants qui sont dans les quartiers, on va dire, défavorisés, et voilà, qui font des choses qui ne sont pas bonnes, en fait, qui vendent de la drogue, qui séjournent dans les cages d'escalier, enfin, c'est ce qu'on dit, enfin, c'est vrai. Mais ce n'est pas tous les jeunes qui font ça. Heureusement, ce n'est pas tous les jeunes. Heureusement, mais voilà, ces jeunes africains qui sont français, parce qu'ils sont nés ici, qu'est-ce qui les différencie des jeunes africains actuellement? C'est quoi la différence en termes d'éducation? Ou alors, peut-être parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'on est dans une société mondialisée, il n'y a plus de cloison en fait. C'est que les jeunes en Afrique sont identiques aux jeunes d'aujourd'hui. Ils ont les mêmes revendications. C'est vrai, mais comme je le dis tout à l'heure, bon, déjà je vais préciser le fait que avec mes enfants, quand j'arrive, ils sont chez moi. On n'a pas dit que tu étais un père fouettard. Hein? Voilà, c'est ça. Non. Ils sont chez moi. Ma fille, c'est... Voilà, je suis son chouchou. Quoique, hein, comment s'appelle ta fille? Audrey. Oui. Audrey, c'est dis-nous la vérité. Ouais. Hein? Tu veux faire une vidéo? Est-ce que tu écoutes papa? Est-ce que papa discute avec toi? Est-ce que papa discute avec toi? Voilà. Si, beaucoup. Beaucoup plus que mon garçon d'ailleurs, oui. qui a 20 ans maintenant. Ouais, donc, en parlant des enfants, pour revenir sur le sujet plus sérieusement, c'est que moi je pense que c'est quand les enfants sortent, le mauvais côté de l'éducation vient du dehors, des fréquentations. Et sans cela, je trouve que quand l'enfant sort, parce que l'enfant passe moins de temps avec les parents qu'avec ses amis. Et donc, quand l'enfant rentre et qu'il ne peut pas aussi écouter les parents, c'est là que ça s'empire. Et c'est là qu'il faut trouver la solution. Parce que les fréquentations, on ne contrôle pas les fréquentations des enfants. L'enfant sort, on ne sait pas qui il fréquente. Et à cet âge-là, entre l'adolescence, les enfants sont un peu plus fragiles que les adultes. Voilà, donc ils se laissent aller par mimétisme, ce que font leurs amis. Et c'est là qu'il y a le danger. Et donc, je pense qu'il y a un âge charnière où il faut tenir l'enfant. L'adolescence. L'adolescence, exactement. Oui. Voilà. Oui. Il faut tenir l'enfant. Alors, moi, je vous conseille, messieurs, je vous recommande d'écouter, de regarder le témoignage de ce jeune homme qui dit beaucoup de choses assez intéressantes sur l'éducation africaine versus l'éducation occidentale. On regarde. Aujourd'hui, partout dans le monde, quand on dit voici un Africain, on dit c'est un sauvage. C'est quelqu'un sans éducation, il faut l'apprivoiser, lui donner une autre éducation des valeurs. Et on a des jeunes qui se prêtent à ce jeu-là. Je vais vous dire une chose, quand on parle de l'éducation, il faut parler de nous Africains d'abord. C'est nous les mieux éduqués. Ce n'est pas pour me vanter parce que je suis noir. C'est une réalité. Oui, on a eu certaines difficultés financières. On a eu des pères qui dans leur domicile, 8 enfants, 15 enfants. Peut-être avec un salaire qui avoisine autant à 35 000 francs CFA, quelque chose comme ça. Mais ça ne nous a jamais poussé à dormir dans la faim. On mangeait à notre faim. Dans les sociétés civilisées, ils font l'éloge là. Prendre en charge 2 à 3 enfants, c'est du domaine des riches. C'est des riches qui peuvent se le permettre. Ils disent que non, chez nous, ça donne le régressement de l'Afrique. Et c'est faux. Le problème même du régressement de l'Afrique, là, on sait d'où ça vient. Tout le monde sait, personne ne veut en parler. On sait.
chacun sait. Dans les sociétés civilisées dont il parle, là, il se vend toujours là. Un enfant de 15 ans peut prendre une arme et rentrer dans un lieu, tirer sur qui il veut. C'est une éducation. Dans les sociétés civilisées, là, une mère ne peut pas dire à son enfant, faut arrêter. À plus forte raison, lever la main sur son enfant. C'est une éducation. C'est dans les sociétés civilisées, là. Ce phénomène, vous voyez, LGBT, où deux hommes se marient, deux femmes se marient, là. C'est quel livre saint qui dit ça? Qu'il soit chrétien ou musulman, où ça quitte? Mais quand on dit l'Africain, tout ce qui est méchant, mauvais, ça vient de lui. Sinon, qu'il soit chrétien ou musulman, l'Africain est le plus grand croyant au monde. Alors, Alexis Jules Zawa, Clément Seyi. Oui. Qu'est-ce que vous inspire ce témoignage? C'est fort, hein, ce qu'il dit, ce jeune homme. C'est très fort. Ouais. C'est très fort. Alors, quand je l'écoute, je me vois là-dedans. Je vois les activités de mon ONG. Vous savez, alors, c'est ça le défaut. C'est ça. C'est le défaut de l'Afrique. Les copier-coller. On fait des copier-coller. La liberté d'expression. On nous a envoyé ça, c'était un vent dans les années 90, la liberté d'expression. Et voilà où ça nous a mené. En fait, Voilà tout le où ça monde nous a mené. parle, Ici, et plus personne ne un s'écoute. enfant de 6 ans, il va se lever là, il va appeler la police comme ses parents. Il va crier sur son père va se taire. Parce que ça est dans les mœurs. Mais nous, où est-ce que chez nous? Oui, mais parce qu'en fait, à l'école, est-ce que vous pensez que c'est bien? Parce qu'à l'école, voilà, ils vont à l'école française, hein, où on éduque l'enfant de telle sorte qu'il se considère comme étant un citoyen qui a le droit de s'exprimer. Dans nos écoles africaines, j'espère que ça a changé, mais les enfants, on parlait des pleins pouvoirs du maître. Le maître disait et on se taisait, à la limite. Ok, savait ses bons côtés. Mais ça faisait peut-être que on vivait dans l'espèce de... C'est peut-être ça qui nous a mené là aussi où nous sommes, c'est-à-dire que le chef a toujours raison. Et ça commence à la maison, où le père a de l'autorité, ça continue à l'école, où le maître a le droit de vous taper, et ça va au parti unique, où le chef a toujours raison. Donc ça fait de nous des citoyens qui disons oui. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis simplement ce que je constate. Alors qu'ici, nos enfants vont à l'école française, on leur inculque des valeurs, tout aussi honorables que les valeurs inculquées en Afrique, et où on leur apprend justement à prendre la parole. Et prendre la parole, quelque part, c'est prendre le pouvoir. Mais oui, mais comme l'a dit Clément tout à l'heure, oui. C'est le côté copier-coller dont on souffre. Oui, mais pourquoi je dis ça? Oui, voilà, ce que j'en viens, parce que ici, on dit à l'enfant de 6 ans, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui va à l'école, qu'il a des droits. Un enfant de 6 ans. Bon, on ne lui dit pas que ça. On ne dit pas que ça. Disons, à 6 ans, on ne dit pas ça. Oui, mais l'enfant... Quand il observe l'environnement, il vit dans un environnement qui le pousse à s'exprimer. J'ai déjà vu des familles où les enfants disent « moi, j'ai le droit ». Moi, je n'ai jamais dit ça à ma mère. Et donc, ces copies-là font que les enfants de chez nous disent aussi, en Afrique, disent « mais parce qu'on a le monde est ouvert, on a les mêmes images ». Moi, je vais en Afrique, j'étais en Afrique dans un aéroport. La télé, quand on est assis dans la salle d'entendre la télé, qu'on doit regarder, c'est BFM. Et on ne peut pas la changer. Je me suis plaint, mais... Donc, tout ce qui passe là, nos enfants le voient. Donc, ici, ce qui se passe ici, ça se passe là-bas. On voit ici les jeunes, les adolescents qui ont le pantalon sur les fesses. Ça se passe, sans même se poser la question. Et je pense que nous souffrons de cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un moyen de faire marche arrière? Je ne crois pas. Parce que ça évolue à tout moment. Et donc, je pense que le fait d'aider un enfant, parce que l'enfant a besoin d'être éduqué, l'enfant est une ardoise vierge sur laquelle il faut écrire. Et donc, il revient aux parents, aux enseignants, d'éduquer l'enfant. Mais si vous dites à l'enseignant qu'il n'a pas le droit, et que l'enfant a un droit, ça veut dire que quand je vous dis d'écrire A, vous avez le droit de le refuser, et je n'ai rien à faire. Moi, je ne pouvais pas parce que je recevais les... Ça, c'est ce qu'on dit aussi, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au sein aussi de nos familles, être parent ne veut pas dire qu'on est un bon éducateur. Ça ne veut pas dire qu'on apporte
là, j'entends l'image de papa qui qui font le job, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas le cas dans beaucoup de foyers africains ici, où l'enfant peut être, il va lever la tête, tais-toi, ferme ta gueule, enfin, tais-toi, etc., etc., etc. Il y a même des phénomènes d'enfants qui sont ballottés entre le papa et la maman. Il y a des phénomènes d'enfants sorciers aussi ici. Il y a des phénomènes d'enfants qui sont utilisés pour avoir des papiers. On fait un enfant pour avoir des papiers. Voilà, il y a autant de familles que d'enfants, que d'éducation, de système d'éducation, quoi. Oui, ben alors, moi je rends déjà grâce à Dieu, parce que je n'ai pas ce problème avec mes enfants. Vous comprenez, mon enfant, mais tous mes enfants, ils savent d'où je viens. Ils savent mon passé. Et je cause de ça avec eux. C'est que j'étais dans le passé, comment j'étais, ils savent d'où je viens. Et ce que je fais maintenant, ils connaissent. Et donc, je leur fais comprendre qu'ils ne sont pas pareils avec ceux qui sont dehors. Votre papa, il a certainement un salaire de 1500. Mais celui qui est déjà à 16 ans, 17 ans, qui est dans une voiture, certainement son papa a 3 000 euros, 4 000 euros de salaire. On n'est pas pareil. Et donc, essayez de vous satisfaire de ce que votre papa vous donne. Et ça, ils comprennent. Vous savez, c'est vrai que le frère, il a dit tout à l'heure que les enfants passent plus de temps à l'école. Mais quand ils viennent à la maison aussi, il faut qu'ils sentent l'action de la famille. Qu'ils se disent, quand ils arrivent, qu'ils se disent que, bon, on m'a dit ça à l'école, hein, mais moi, on ne va pas dans un africain, hein, on ne fait pas ça chez nous. Il faut qu'ils le sachent. Vous me donnez un exemple? Comment? Donne-moi un exemple. Oui, ben, bon, je suis allé un jour chez un ami. Oui. J'arrive, je suis assis, son fils arrive, son fils, il doit avoir 6 ans, 7 ans. Eh, toi, comment tu t'appelles? Tonton. Bon, il dit c'est tonton. Il dit oui, c'est tonton, mais c'est quoi ton nom? Oui, parce qu'ici, il n'y a pas une notion de tonton. Il n'y a pas une notion de tonton et tout. Mais moi, mes enfants... Mais ça peut perdre les enfants aussi, parce que la journée, ils sont à l'école, on leur dit des choses, on leur inculque des choses, on les éduque à voir la vie dans un certain sens. Et puis quand ils rentrent à la maison, c'est autre chose, c'est un autre son de cloche. C'est presque pareil. C'est pareil. C'est presque pareil, ce qu'ils ont là-bas. Mais quand on leur dit, par exemple, alors, si ton papa fait ça, il faut appeler la police. On leur dit ça à l'école. Bon. Ça, tu peux faire éviter mais ça. si ton papa fait ça, si ton papa te bat, je sais pas moi, oui, il faut... Mais est-ce que vous savez que... Oui. Alors, et ça c'est un vrai cas, j'ai mon cousin, son fils vit avec sa mère, il est venu en vacances chez lui. Et puis, alors, il le gronde. Il dit, mais... Parce qu'il a mal travaillé à l'école. Il dit, mais comment ça tu travailles comme ça? Tu ne travailles pas bien. Il le gronde. Il dit, je ne vais pas t'acheter des cadeaux, je ne vais pas te faire ceci. Le petit dit, pourquoi tu cries sur moi? Pourquoi tu cries sur moi? Je vais appeler la police. Alors, est-ce qu'il y a une logique dans ça? Ici, il y a une logique. Ah voilà. Ici, peut-être que si c'était, comment on appelle ça, un Européen, il allait comprendre le bien fondé de ce que son fils dit, il va appeler la police parce qu'il a crié sur lui. Mais non. Nous Africains, c'est pas une logique. Déjà, le père n'a pas, il t'a juste grondé parce que tu n'as pas travaillé. En réalité, tu n'as pas travaillé. Mais tu dis, tu vas appeler la police. Alors, mon cousin, tellement excédé, il s'est tué sur place parce qu'il était dépassé. Il ne s'attendait pas à une telle réponse. Il a appelé la maman, il dit, viens, prends ton fils. Les vacances sont finies. Justement, oui, c'est de ça que je parlais. Et c'est de ça que je parlais. Mais avant de revenir sur ce que dit Clément, pardon, je voulais vraiment revenir sur la vidéo et dire que c'est touchant du fait que ce soit un jeune Africain. Justement. Et je pense que dans les écoles, cette vidéo, si on peut prendre des extraits pour les passer, ça serait pas mal. Parce qu'il dit beaucoup de choses qui touchent. Et en 2020, avoir un jeune Africain avec ce langage, avec cette vision de la vie africaine, c'est vraiment... en tout cas, je souhaite... Il y a de plus en plus d'Africains qui ont cette vision, on va dire, afrocentrée. Voilà, ils deviennent de plus en plus panafricanistes, ils ont conscience, ils ont étudié ici, se sentent, on va dire, bien ici, mais ils ont conscience que leur avenir aussi se passe ailleurs, sur le continent mère, et ils ont envie de revenir à des valeurs. On voit par exemple des enfants qui veulent apprendre les langues africaines. Moi j'ai vécu ici, enfin, le même parcours, j'arrive en France à 4 ans, mon père est étudiant en médecine, mais parce qu'il fallait, on était en France, il fallait parler le français, si bien que je ne connais pas
je parle mieux français que ma langue maternelle. Aujourd'hui, on voit des jeunes Africains, français, franco-africains, ou afro-français, on va dire, qui revendiquent, qui veulent maintenant connaître l'histoire africaine, les langues africaines, qui veulent s'habiller à l'africaine, qui veulent avoir les cheveux crépus. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène-là? Ouais, c'est vrai qu'il y a, depuis un moment, il y a cette mouvance-là qui commence à... Même mes enfants, je le vois, quand je parle avec eux de ce fait-là, ils ont... Parce que je pense que c'est les canaux de communication qui ont révolutionné la chose, les réseaux sociaux. Parce que maintenant, tout va sur les réseaux sociaux, vite, ça va très vite. Et le dernier événement, qui est la mort de George Floyd, a encore accéléré la chose. Donc, les enfants finissent par apprendre à travers les réseaux sociaux ce qu'est l'Afrique. Et ce que vit l'Afrique. Tout ce que paie l'Afrique aussi. Donc, je pense que ça aussi, ça en fait partie. Parce que, en tant que parent, je ne crois pas que les parents qui sont ici enseignent l'Afrique à leurs enfants. Et c'est les enfants qui viennent vers nous pour dire, bon, voilà, voici l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe, papa? Et après, on explique. Est-ce que vos enfants, vous les amenez en Afrique? Oui, j'ai 2 fois jamais mes enfants en Afrique. Et comment ils réagissent? Moi, mon fils, à chaque vacances, il veut aller en Afrique, il va à l'Abidjan avec moi. Il a déjà une fois allé avec sa mère, il n'est pas encore allé avec moi. Mais lui, il préfère plutôt aller avec moi. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il va avec moi. Alors, on va beaucoup sortir et tout. Mais il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Abidjan, la Côte d'Ivoire, son pays. Vous savez. Donc, mais vous savez, mon fils, par exemple, il y a des choses que je lui interdis qu'il ne fait pas. Par exemple, il ne peut pas, quand il parle, vous savez, les enfants d'ici, quand il parle, et puis il y a les petits mots wesh, vous voyez ce genre de mots, jamais il va sortir ça dans sa phrase. Non. Il ne peut pas sortir ça dans sa phrase. Tout à fait. C'est pas possible. Parce que je lui dis, parle correctement. Parle pas à ces gens. Wesh, ça se dit pas. Voilà. La chance que moi j'ai, c'est que je n'ai pas eu ce problème-là parce que ma femme est enseignante. Donc, elle exige le fait de parler le français correctement. Vu que ma femme est antillaise et que moi je suis ivoirien, donc on n'a pas une langue commune, donc si ce n'est pas le français, donc il est mieux que les enfants parlent le français normalement. Mais, pour dire que quand les enfants sont à la maison, souvent les enfants tiennent ce langage-là. On dit aux enfants d'avoir un français correct, mais quand ils sortent, ce n'est pas la même chose. Mais ce qu'on exige, c'est que quand ils rentrent, quand ils me parlent, je dois parler avec le français qu'il faut. Mon fils, pas de pantalon sur les fesses quand tu es devant moi. Ça, je l'interdis. Et il le respecte, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème pour ça. Moi-même, pour compléter, mon fils, depuis, je ne lui ai jamais offert un cadeau pistolet. Et je lui ai dit, j'en veux pas. Un cadeau pistolet, pas de pistolet. Pistolet. Pas de pistolet. Même en jouet. Qu'est-ce que tu offres? En jouet, bien sûr. Oui, bien sûr. Pas du tout. Ça s'entend, oui. Je peux tout offrir, mais sauf les pistolets. Oui. Ou bien pour ne des pas... armes. Non. Tout à fait. Et il le sait. Donc quand on va dans le magasin, il ne peut même pas aller vers ce côté des pistolets. Ok. Ça, c'est parce que tu as le désir de paix vissé en toi. Et tu penses qu'il faut vraiment éduquer les Africains, les concitoyens à plus de tolérance, à plus d'esprit civique. Et toi, ton message, en fait, ce que tu tambourines à longueur de journée, c'est de dire aux Ivoiriens d'être des citoyens et d'aller voter. Effectivement, alors, la culture électorale, en fait, c'est une éducation. C'est du civisme. Mais où est-ce qu'on enseigne ça? C'est le rôle des associations, c'est ça, les ONG? Non, on n'enseigne pas. On n'enseigne pas, malheureusement. Alors, cette expression culture électorale, c'est moi qui en parle. Sinon, on peut dire la culture démocratique et tout, mais moi, je dis culture électorale. Parce que c'est une éducation, c'est du civisme, c'est un état d'esprit. Vous voyez? Alors, c'est une façon de concevoir la démocratie. Quand on a la culture électorale, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Vous voyez, quand on rentre chez nous, quand on va dans un parti politique, on va adhérer dans un parti politique, en général, les gens, ils regardent l'individu qui a créé son parti. Mais non, quand tu vas dans un parti politique, c'est à cause de ses valeurs, c'est à cause de ses idéaux, c'est pas à cause de l'individu qui a créé ce parti. Parce que quand tu prends l'individu, finalement, tu deviens un fanatique. Mais si, par exemple, l'individu n'a pas un programme... parce que ce qu'on dit souvent, c'est qu'on a tendance à voter ou alors à adhérer à un parti en fonction de son ethnie. Mais parfois, si on se rend compte que le candidat n'a pas forcément un programme digne de ce nom, enfin, voilà, c'est peut-être du copier-coller, ou c'est des généralités, ou c'est tellement bien écrit qu'on sait très bien qu'il ne va pas... mettre en pratique ce effectivement, quand tu as la culture électorale, quand tu vas voter, tu votes un programme. Tu ne votes pas l'argent.
tu ne votes pas la poche de quelqu'un, tu votes son programme. Alors, pour faire entendre ça à nos concitoyens, en même temps, il y a du chemin à faire. Oui, il y a du chemin à faire, mais il faut essayer. Oui, mais la culture électorale, je pense que nos concitoyens, les Africains en général, sont un peu lassés de tout ça. Parce que... En Afrique ou ici? En Afrique. Parce qu'aller voter et puis se faire... quel mot je peux employer pour ne pas être... Se faire berner? Se faire berner, voilà, de façon triviale. Ils en ont assez. Ils en ont assez. Parce que c'est bien d'avoir la culture électorale. Ça veut dire qu'avant les élections, mettez-vous sur la liste électorale. Allez vous faire enrôler sur la liste électorale. D'accord? Mais une fois que c'est fait, avant les élections, il faut aussi aplanir le terrain. C'est-à-dire, il faut que les lois qui sont là soient respectées. Il faut qu'on sache que non seulement les élections vont bien se passer, mais le résultat qui va sortir des urnes soit dit. C'est ça aussi qui décourage les gens. Parce que, je veux dire, on va revenir à la politique. À la politique. Tout à fait, mais puisqu'on parle d'éducation, forcément, quand on éduque nos enfants, c'est pour qu'ils soient des citoyens. Exactement. Et on en a parlé. Et je dis, mais c'est bien beau de dire... Les gens vont aller s'inscrire. Mais je suis convaincu que le jour où la Côte d'Ivoire va retrouver la paix, la tranquillité, et qu'on va dire que des élections sont passées sans Kalachnikov, je suis sûr et certain, nos parents vont aller s'inscrire. Mais on sait que depuis pratiquement 30 ans, on est tous dans les bisbilles, excusez-moi du terme, mais on est tous dans les bisbilles. C'est ça décourage nos parents. Oui, mais je vais vous prendre le mot. Quand vous dites, si il y a élection, et puis ça se passe sans Kalash, nos parents vont aller s'inscrire. Ça sous-entend que les parents ne votaient pas, mais qui allait voter, puis il y a eu Kalash. Qui allait voter. Alors c'est ça qui envoie les palabres. C'est parce que justement les gens ne votent pas qu'il y a les calaches. Parce que, alors, quand une partie demande de boycotter, de ne même pas les s'inscrire, ok, n'allez pas voter, ok, ils restent chez eux. Mais cependant, il y a des gens qui vont voter. Ça fait aussi le jeu de pouvoir en place. Cependant, il y a des gens qui vont voter. Mais ceux qui vont voter, ils vont pour qui? Ils vont pour celui qui est candidat. Alors s'il a gagné, et pour dire non, il a triché. Mais oui, mais non, mais il y a quand même des raisons. On ne se lève pas comme ça pour dire n'allez pas voter ou n'allez pas vous inscrire. Quelle que soit la raison. Ah non, s'il vous plaît. La démocratie, ce n'est pas quelle que soit la raison. S'il vous plaît. La démocratie, ce n'est pas quelle que soit la raison. La démocratie, c'est quand même des règles qu'on respecte. Oui. Parce que entre la parole qu'on dit et qu'on ne respecte pas, qui est un fait, moi, je peux dire aujourd'hui, je suis content, et puis demain, je ne fais pas ce que j'ai dit hier. Ce n'est pas un souci. Mais quand on s'assoit et puis on écrit des règles, des lois ensemble, il faut qu'on les respecte. Je ne dis pas de la parole donnée. La parole donnée peut ne pas être respectée. Vous savez, c'est ça, et ça c'est important. Le Sénégal, à 2 reprises, le président sortant a été battu par son challenger. Il n'y a pas eu de palabre. La dernière élection au Bénin, nous tous on connaît le candidat de la France, mais ce n'est pas lui qui a gagné. C'est M. Talon qui a gagné. Il n'y a pas eu de problème. Au Ghana, ça se passe tranquille, sans problème. Culture démocratique, bien ancrée. Oui, mais pourquoi c'est la Côte d'Ivoire? Mais ce que Clément ne dit pas, non, mais ce que Clément ne dit pas, c'est que il parle du Ghana, je suis d'accord avec lui. Il parle du Sénégal, je suis d'accord avec lui. Mais je peux encore dire qu'au Bénin, au Ghana, il n'y a rien qui a tourné, il n'y a pas eu de calage. La résidence présidentielle n'a pas été bombardée. Mais ce qui s'est passé chez nous n'a rien de pareil partout en Afrique. Mais c'est vrai. Monsieur Jules, c'est ça? Oui. Ou bien vous préférez Alexis? Peu importe. D'accord. Alors, vous savez... Il nous reste 2 minutes. 2 minutes? Oui, déjà. Oui. Bon, ça va vite. Bon, je voudrais dire juste aux Ivoiriens d'apprendre ce qu'on appelle la culture électorale. Pour avoir la paix en Côte d'Ivoire, vous savez, dans nos villages, quand il y a des problèmes, le chef du village, il appelle ceux qui sont pas là, et puis il le règle. En Côte d'Ivoire, si on considère que la Côte d'Ivoire est un gros village, alors ceux qui sont pas là, on les connaît. C'est ceux qui nous ont dirigés depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Mais la seule personne qu'on ne connaît pas, c'est le chef du village. Parce que tu ne peux pas être le chef, et tu ne peux pas être le juge et être en même temps dans l'histoire. Et voilà tout notre problème, voilà toute la problématique. Il faut, à un moment donné, que les Ivoiriens se départissent de certaines choses. Parce que quelqu'un de nouveau à la tête de ce pays est la seule façon. Toi, tu es convaincu qu'il faut quelqu'un de nouveau. Voilà. Mais pour que ce quelqu'un de nouveau accède un jour au pouvoir, il faut qu'ils apprennent ce qu'on appelle les élections. Il faut la culture électorale. Il faut surtout qu'il ait des papas comme vous. Il ne faudrait pas des parents comme vous. Mais Clément, quand vous dites que le chef du village réunit tout ça, mais c'est ce qu'on demande en fait.
le président de la République, on le prend comme le chef du village. Sauf que nous, tous nos présidents de la République sont en même temps dans le palais, ils vont être chefs, non, mais ils ne peuvent pas gérer. Quand il y a eu... Alors, c'est maintenant que ça termine que vous commencez à vous échauffer, là. Non, non, je ne chauffe pas, mais juste d'un mot. Oui. Juste d'un mot. Juste Oui. deux mots. Deux mots, oui. Quand vous êtes chef de l'État, président de la République, et que pour une raison quelconque, les gens sortent et qu'il y a des morts, si vous avez l'occasion de prendre la parole, la moindre des choses, c'est d'apaiser la population. En fait, c'est ça. C'est ce que vous dites là, pour dire qu'au village, quand il y a des problèmes, c'est le chef du village. Donc, il faut qu'il prenne la parole pour calmer les gens. Et voici quelqu'un qui a fait toute sa campagne politique. Le président Ouattara, qui a dit qu'il était exclu parce qu'il était du Nord, il était exclu parce qu'il était musulman, ce qui est faux au passage, et qui, arrivé au pouvoir, exclut tout le monde. Donc, on ne peut pas... On en reparlera, et ce n'était pas le débat, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'avoir participé à ce énième numéro Écho de Paris. Donc, il s'agit de Clément Seyi et de Jules-Alexis Zahoua. Et je voulais encore dire un mot sur mon livre. Oui. Dire que ce livre-là parle vraiment de la vie que nous menons ici et de tous les tas de notre vie en France, des Africains en France. Et vraiment, j'invite tout le monde à le lire. Et ceux qui l'ont déjà lu, j'ai eu beaucoup de retours très positifs. Merci encore de nous avoir invités. Merci à vous d'avoir regardé Écho de Paris. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir du lundi au vendredi. Un petit bisou à mes enfants. À 18h. Voilà. Et bye. Au revoir. Au revoir.